J'apprécie votre présence, les amis, les collègues, les étudiants, les gens de l'extérieur. Donc, bienvenue à cette présentation. Je remercie évidemment l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société, puis aussi le CRAD d'avoir organisé cette conférence. Ce que l'on conseille souvent à nos étudiants lorsqu'ils présentent un projet, dans une thèse de doctorat par exemple, on leur demande de dire pourquoi ce qu'ils cherchent ou ce dont ils vont traiter est important. Alors, je vais suivre le conseil que nous leur donnons, que je leur donne, et je vais essayer de vous convaincre dans les premiers instants que le sujet que j'aborde aujourd'hui est important. Et si j'avais une image pour illustrer cette importance-là, je vous dirais que mon sujet d'aujourd'hui est important parce qu'il découle de deux tendances elles-mêmes importantes qui se croisent ou qui se réunissent et qui forment un sujet par définition important, même super important. La première tendance, c'est le fait que dans les différents secteurs de l'activité économique, la production d'énergie, les processus manufacturiers, puis le transport, mettons, c'est les trois grands secteurs. C'est dans le domaine des transports où on contrôle moins la progression des gaz à effet de serre. Donc, d'année en année, on augmente et on n'est pas du tout dans une trajectoire de diminution. Ça, c'est d'une part, le transport. C'est un problème. Par ailleurs, les villes, où maintenant la moitié de l'humanité vit, ont besoin de transport. Et les villes, les grandes villes en particulier. Donc, et de plus en plus de gens vivent dans les villes. Donc, on a ces deux tendances-là, deux tendances lourdes qui vont continuer à s'accélérer. Pour l'augmentation des gaz à effet de serre, j'espère que non, mais pour l'instant, ça continue d'accélérer. Donc, la rencontre entre les deux, c'est la question qui m'occupe, à savoir les programmes de réduction des gaz à effet de serre pour les villes, et en particulier les villes qui ont progressé, qui peuvent être des modèles. Donc, qui ont été un petit peu contre la tendance générale de progression des gaz à effet de serre dans le transport. Alors donc, le transport dans les villes et dans les grandes villes constitue l'un des enjeux les plus importants de la planète. C'est ce que j'ai essayé de démontrer. Le transport constitue l'élément le moins bien contrôlé du bilan énergétique mondial. C'est une de mes deux propositions. Alors ça, c'est une scène devenue banale. De plus en plus de villes ont de ces autoroutes autour de la ville ou qui traversent la ville. Et évidemment, ça contribue puissamment au dossier que l'on connaît, à savoir l'augmentation des gaz à effet de serre dans le domaine du transport. Alors, dans le secteur du transport, ici, j'ai mis deux références pour ceci parce que c'est assez surprenant. Il y a des gens qui sont au courant de cette statistique-là, mais il y a des gens pour qui ça sera une surprise parce que c'est une statistique très forte. Deux sources qui disent à peu près la même chose. Dans le secteur du transport, le taux de possession d'un véhicule explique statistiquement 90 % de la variation dans la production d'émissions per capita dans le domaine du transport. C'est une statistique très forte, ça. C'est énorme comme statistique. Et la même statistique dite autrement, je vais au milieu du deuxième paragraphe, si, en actionnant une baguette magique, tous les automobilistes se retrouvaient d'un seul coup dans un transport public, une diminution spectaculaire de gaz à effet de serre de 90 %, donc on est toujours avec notre 90 % en transport, serait réalisée par cette seule mesure. Georges Monbiot, 2006, en référant à son cas, au cas de son pays, l'Angleterre. Alors, devant de tels chiffres, on est obligé, il n'y a pas vraiment de choix. L'augmentation, c'est-à-dire la réduction des gaz à effet de serre dans le domaine du transport, on est obligé de viser l'automobile. C'est toutes les villes dont je vais vous parler, Bogota, Zurich, Singapour, toutes ces villes-là ont des politiques volontaristes pour réduire le transport automobile. Alors, ici, ça nous donne une idée d'où il faut chercher ces modèles, parce que je cherche toujours des modèles du transport durable, et il y en a. Mais vous voyez qu'on aurait de la difficulté à les trouver, enfin, en très grand nombre en Amérique du Nord.
toutes les colonnes bleues ou mauves, peut-être, là, vous les additionnez, c'est l'énergie, la proportion d'énergie dépensée dans le transport dans chaque continent. Alors, vous additionnez les colonnes bleues, là, bleuâtres, en tout cas, vous les additionnez ensemble, ça donne 100 %. C'est l'énergie dépensée en transport, sauf l'énergie humaine, bien entendu. Et puis, les colonnes vertes, c'est la population du monde. 100 % de la population du monde. Si vous additionnez les colonnes vertes, vous allez additionner toutes, ça donne 100 %. Je veux présenter cette diapositive-là pour que vous compariez l'Asie à l'Amérique du Nord. En Asie, où il y a plus de 50 % de la population, on a à peu près 12 % de l'énergie dépensée en transport. Et c'est l'inverse en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, avec seulement à peu près 8 % de la population mondiale, on dépense un peu plus de 40 % de l'énergie consacrée au transport. Donc, c'est des statistiques qui nous disent que malgré qu'il y ait des succès en Amérique du Nord, et il y en a, dans l'ensemble, le continent nord-américain fait piètre figure dans le domaine du transport. Si on décidait de prendre au sérieux la réduction des gaz à effet de serre, je pense qu'on s'apercevrait qu'en Amérique du Nord, la situation est désolante, je vous l'ai déjà suggéré. Et évidemment, ce qu'on nous présente, puis je vais essayer de démonter cet argument-là, ce qu'on nous présente, c'est oui, mais un jour, les automobiles vont être propulsés par autre chose que le moteur à combustion. Donc, ça va être réglé à terme. Bien, des statistiques que l'on peut regarder, jusqu'en 2020, en tout cas, on ne sera pas sauvé par un changement technologique d'ici 2020. Puis si on nous dit qu'il faut aller vite, parce qu'il y a un réchauffement climatique qui est déjà commencé, bien, on ne commencera pas en 2020, il faut commencer avant ça. Donc, si on regarde les statistiques des différentes parts d'énergie, pas seulement pour le transport, mais dans toutes les activités économiques, on voit que le pétrole continue d'augmenter à peu près à 2 2,2 % par année, du moins c'est ce qui est prévu. Et puis, les énergies renouvelables augmentent aussi, mais ce n'est pas de l'ordre de 4 ou 5 %, c'est à peu près 2-3 %, un peu plus. Mais la base est tellement faible qu'en 2020, on ne sera pas sauvé par l'éolien ou les énergies renouvelables. Donc, en Amérique du Nord, c'est un peu la situation dans laquelle on est. On n'a pas conscience, on fait exception un peu dans le reste du monde. Et j'ai essayé de trouver une diapositive qui illustrait vraiment le fond de ma pensée sur cette question. Et j'ai trouvé ceci. Évidemment, ce n'est pas le dirigeable. Quoique le dirigeable, les dirigeables n'ont pas fait de beaucoup de progrès parce que c'était assez difficile, puis il y en a qui tombaient, ce qui posait un problème. Mais disons que la situation, c'est à peu près comme le Titanic, transport nord-américain actuellement. On est assez chanceux pour ceux d'entre nous qui regardons le transport urbain. Pourquoi? On a une mesure du succès. On a une mesure du succès qui est assez fiable, ce qu'on appelle les parts modales. Certains d'entre vous, vous savez qu'est-ce que c'est les parts modales. Mais les parts modales, c'est la proportion des déplacements dans une ville qui se font en autobus, en train, en rail léger, en bicyclette, à pied, etc., en automobile privée. Si vous avez des parts modales, dans l'Amérique du Nord, c'est très fréquent, de 80 % par automobile, bien, vous n'avez pas une situation de transport durable, en tout cas, pas autant que si vous avez seulement 30 ou 40 % de déplacement en automobile. Puis je reviens à mon exemple des 2,90 %. Bon, donc, en fait, là, plus vous avez de modes de transport dans vos parts modales qui ne sont pas l'automobile, plus vous êtes dans une situation de transport durable. Donc, les villes dont je vais vous parler tout à l'heure, elles ont toutes des parts modales, puis c'est notre façon de les choisir essentiellement. Les parts des modales qui sont favorables au transport en commun. On n'atteint pas 80 % en général, là, mais on se situe à 40, 45, 50 %. C'est les villes les plus performantes. Bon, l'insuffisance des réponses technologiques.
je vais essayer d'aller rapidement avec ça parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui connaissez cette situation-là. Le fameux argument qui est, oui, mais dans l'avenir, les autos à l'hydrogène, les autos à combustible végétal, tout ça, ça va régler la question. Ça va aider à régler le deuxième problème. Mais il en reste 4,5 problèmes, parce que ça ne règle pas la question de l'émanation et l'utilisation complètement. Et puis, il y a les 3 autres problèmes, c'est-à-dire la production de l'automobile. Je vais vous donner une citation tout à l'heure. La production de l'automobile, c'est extrêmement polluant. Ça produit énormément de déchets, ça consomme énormément d'eau. L'auto assemblée, une fois, ça a l'air d'une unité, mais tout ça, ça a été fait avec des procédés indépendants, souvent dans des endroits indépendants, tout ça. Alors donc, la disposition de l'automobile, elle a beau être recyclable, l'automobile, ça prend de l'énergie pour la rendre recyclable. On dit que les BMW sont recyclables. Oui, mais il faut les démonter, il faut recycler les morceaux. Sinon, on fait la même voiture, auquel cas, ce n'est pas vraiment recyclable, c'est la même voiture. Si on n'en dispose pas, bien, il faut l'entreposer quelque part. L'aménagement, c'est la grande question, ça. C'est là où le bas blesse. Encore une fois, je suis certain que je parle de choses que plusieurs d'entre vous connaissez, mais une ville qui est construite pour l'automobile, c'est une ville étendue. C'est une ville décentralisée, décentrée. C'est une ville qui, une fois qu'elle sera destinée à servir l'automobile, aura beaucoup de difficultés à entretenir un transport en commun rentable, ou en tout cas efficace. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de personnes par voyage là, qui vont prendre l'autobus. La ville décentralisée n'est pas propice au transport en commun. Et puis, évidemment, à l'entretien des infrastructures. Alors, j'ai quelques images qui montrent ça. Écoutez, ça, c'est une situation assez forte aussi, mais en même temps, je vais vous avouer que je ne l'ai pas vérifiée, celle-là. Je l'ai pris pour acquis, ça fait longtemps que je l'ai dans mes cartons, puis je m'en sers. Elle n'a jamais vraiment été contredite. La production, ici, on parle juste de la production. La production d'automobile, ce qui inclut sa fabrication, son opération, son entretien, oui, en fait, ce n'est pas seulement la production, contribue davantage à la production de déchets toxiques que n'importe quelle autre forme d'activité économique. Alors, vous additionnez ça à ma règle des 90 %, là, vous avez vraiment un objectif. Ça ne réglera pas le problème comme source d'énergie. Ça peut contribuer, mais ça peut contribuer à créer des problèmes en agriculture aussi. Les infrastructures, plus vous avez une ville étendue, plus vous avez une ville basée sur la banlieue, plus vous avez des infrastructures qui sont étendues, ça fait plus de tuyaux, ça fait plus de fils, ça fait des entretiens plus difficiles. Par contre, il y a des succès à travers tous ces défis-là, il y a des succès. Par contre, le Canada n'est pas un pays qui se dirige vers un succès parce que même comme j'ai trouvé cette citation-là dans une thèse de maîtrise, puis bon, ben, on trouve des bonnes choses souvent dans des thèses de doctorat ou des thèses de maîtrise. Ici, c'est une étudiante en Colombie-Britannique qui a fait le calcul, une modélisation pour dire que si le Canada, à partir des années, je pense, à peu près 2000, voulait atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre dans le domaine du transport, selon ses engagements de Kyoto, toutes les mesures envisageables, y compris une augmentation des parts modales en transport, ne feraient que rencontrer à peu près 50 % des objectifs des objectifs de Kyoto que le Canada s'est engagé à réaliser. Puis il faut sortir de l'idée aussi que le Canada est un peu moins pire que les États-Unis. On est à peu près au même niveau là, en termes de transport urbain, ça se ressemble beaucoup. On a la chance d'avoir des villes, 3 grandes villes qui se débrouillent quand même assez bien, mais si on regarde les parts modales, c'est quand même moins bien que certaines grandes villes américaines. Donc, les succès. Alors, il y en a. Il y en a plusieurs en Amérique du Nord, parce que, évidemment, il y a beaucoup de villes en Amérique du Nord. La moyenne est très mauvaise, mais en général, il y a des situations positives. Seattle, dans la côte ouest, on décrit souvent la Californie comme un État écologique, mais disons, ne regardez pas les villes, là, parce que ce n'est pas là que vous allez trouver l'écologie dans les villes de la Californie. Peut-être qu'ils sont écologiques dans autre chose, là, je ne sais pas, mais pas dans ce que je regarde, moi. Curitiba, au Brésil, Bogota, en Colombie, Singapour et Zurich. Puis ce que j'ai essayé de démontrer aujourd'hui, c'est que ces villes-là ont atteint des parts modales, parce qu'on revient toujours aux parts modales, des parts modales respectables en transport,
par des moyens différents. Donc, il n'y a pas seulement une voie de réussite, il y en a plusieurs. Bon, je ne mentionne pas Amsterdam, mais ici, vous avez Amsterdam. Je visitais Amsterdam durant mon année sabbatique, l'année dernière. Et puis, vous voyez, là, il y a plusieurs modes de transport. Il y a des gens qui marchent, il y a des bicyclettes. Il y a même une petite lutte entre les bicyclettes et puis les piétons, parce que quand les bicyclettes prennent de l'importance, il y a des petites tensions qui se créent. Il y en a actuellement à Toronto, entre les cyclistes et les automobiles, dans ce cas-ci. Et croyez-le ou non, le maire de Toronto prend pour les automobilistes. Alors, il y a des bicyclettes, il y a des stationnements de bicyclettes, beaucoup de stationnements de bicyclettes. Évidemment, Amsterdam, c'est plat. Donc, ça aide à la présence et à l'utilisation de bicyclettes. Si vous êtes à Lausanne, par exemple, qui est très accidenté, ce n'est pas un endroit où vous allez trouver beaucoup de bicyclettes. En Amérique du Sud, il y a beaucoup de villes qui sont accidentées aussi. Des petits monts, des places comme ça, donc plus difficiles. Évidemment, le tramway, le tram, comme on dit. Et là, les villes qui ont eu du succès et qui sont prospères choisissent le tram, plus que l'autobus, et même l'autobus dédié, un peu comme on a à Québec ici, mais si on développait ça massivement, là, ça serait un système efficace, mais un système qu'on trouve dans les pays un peu moins riches, mettons le Brésil, la Colombie. Mais en même temps, c'est beaucoup, beaucoup moins cher, le bus. C'est beaucoup moins cher. Le métro est encore un peu plus cher que le tram, mais le tram, c'est plusieurs fois, là, on parle de 50, 100 fois plus cher que l'autobus. C'est de cet ordre-là. Une question, puisque la diapositive présente. Est-ce qu'il y a une différence entre le tram et puis l'autobus, même l'autobus dédié? L'autobus dédié, ça ressemble un peu au tram, mais je dirais que ça ne transporte quand même pas autant de personnes. On l'a vécu, nous, à Curitiba, lorsqu'on est allé faire Curitiba, je pense que c'est la bonne façon de prononcer. Lorsqu'on est allé à Curitiba pour discuter avec nos collègues là-bas, vous savez, un autobus qui va vite, parce que les autobus vont vite à Curitiba, il faut se tenir, hein? Il faut être assis puis bien se tenir. Puis si vous êtes debout, il faut se tenir à deux mains. Parce qu'un autobus qui va vite, c'est différent d'un tram qui va vite. Alors, ça, c'est le premier aspect. Le tram transporte plus de personnes. L'autre aspect, c'est l'aspect symbolique. Et là, je vais me faire un peu professeur de sciences politiques pour vous dire que, symboliquement, le tram, c'est un message important qui est envoyé, qui replace le secteur public dans une position privilégiée, qui replace ce qui nous est commun dans une position fixe. C'est des rails. Ces rails sont là. Ils sont là en permanence. Et ça, c'est différent comme message que l'autobus. Mais, comme je vous ai dit, si vous n'avez rien, l'autobus, c'est mieux. C'est mieux que les situations actuelles dans beaucoup de pays. Mais si vous avez l'argent, si vous avez les fonds, le tram, le plus possible dans les moyens que vous avez. Encore une fois, la gare, ici, on ne voit pas très bien, mais au bout, il y a la gare. Alors, on peut se rendre en vélo à la gare de banlieue, rentrer en ville, on est au travail, et puis on peut aussi aller au travail avec son vélo et marcher à la maison pour aller. Donc, l'intermodalité. Il y a une chose dont je ne vous parle pas, j'ai réalisé ça tout à l'heure en préparant ma présentation. Il y a des choses opérationnelles dont je ne vous parle pas, mais qu'en pensant à ma présentation, je dis, il ne faut pas que j'oublie de dire ça, c'est l'uniformisation de la billetterie. Autrement dit, c'est essentiel pour un système qui fonctionne bien que vous achetiez un billet, que ce billet-là vaut pour le tram, qui vaut ensuite pour l'autobus, qui vaut ensuite pour différents modes de transport durables. Et ça, c'est le contraire de bien des situations actuelles où sur certaines lignes, on a une compétition entre différents producteurs de services. Alors, les formidables défis des villes auxquels les villes qui ont réussi, mais aussi celles qui ne réussissent pas, aident à mesurer l'importance de leur succès. Quelles sont ces lignes de force? Autrement dit, l'automobile, la croissance de l'utilisation de l'automobile dans le monde entier, il y a des raisons à ça, il y a des fondements à ça, il y a des forces sociologiques
économique derrière ça, et c'est très puissant. Et d'ailleurs, l'idée de contraindre le développement de l'automobile, c'est une idée c'est un peu Robin Hood, ça paraît parfois un peu irréaliste quand on regarde les développements actuels, les constructeurs automobiles, leurs plans, leurs prévisions, ça va être très difficile. Et donc, les villes qui ont réussi à contenir ça, pas toujours contenir l'augmentation, mais la canaliser, la contraindre, la limiter, c'est des villes qui ont des plans à long terme et qui réalisent leurs plans sur plusieurs décennies. Ça ne se fait pas en 4 ou 5 ans. Ça se fait parfois, dans le cas de Singapour, sur un demi-siècle. 50 ans à partir du moment où Singapour a réalisé que son territoire ne lui permettait pas des autoroutes en grande quantité, à partir du moment où on a réalisé ça, et qu'on en arrive à la situation d'aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'années. C'est autour de 1960 à peu près qu'on décide à Singapour que non. Ce qu'on nous propose, ce que la Banque mondiale leur proposait à l'époque, avec le financement à la clé, c'est-à-dire des constructions d'autoroutes, c'était tentant d'accepter. Ils ont regardé la situation, ils ont regardé leur géographie. Nous sommes une île. Nous ne pouvons pas avoir des autoroutes à perte de vue. Nous ne pouvons pas gaspiller notre territoire pour des stationnements et des autoroutes, des parkings, parce qu'on est une île. Donc, merci beaucoup pour votre suggestion. Maintenant, on va faire autre chose, nous, avec un succès extraordinaire. Alors, la démographie. Alors, de plus en plus de gens vivent dans les villes. C'est un défi pour le transport. À Mexico, par exemple, il y a un nombre, je n'ai pas le chiffre en tête, mais le nombre de personnes qui descendent des campagnes et qui vont vivre à Mexico City par jour, c'est des chiffres assez impressionnants. La configuration des villes. Bon, je vous parle un petit peu, quand j'ai parlé des gens qui quittaient la banlieue pour aller au centre-ville puis qui retournaient vers la banlieue, ça, c'est pas toujours réaliste ce que je vous présentais là, parce que ce qui arrive avec la décentralisation des villes, c'est des villes qui ont un centre, oui, il reste un centre, mais il y a une banlieue tellement étendue qui maintenant, on voyage d'un point de banlieue à un autre point de banlieue sans passer par le centre. Et ça, bien entendu, c'est un problème, parce que vous n'avez pas encore la masse critique dans ces trajectoires-là que vous avez lorsque les gens partaient du centre pour aller vers la périphérie. Donc, un défi extraordinaire, la configuration des villes, l'attrait de l'automobile privée, c'est attrayant pour tout le monde. C'est normal, c'est une réaction normale. Réduction des espaces publics. Au moment où on veut développer le transport en commun, il y a en même temps une réduction des espaces publics, nous dit-on. Par exemple, une chercheuse française qui travaille aux États-Unis aussi, qui dit, de plus en plus, il y a une réduction des espaces publics, et non seulement une réduction des espaces publics, mais on est obligé de recourir aux espaces privés comme espaces publics, comme le centre d'achat. On rencontre des gens qu'on connaît dans cet espace-là. Ce n'est pas vraiment un espace public. Je dis ça parce que dans la réaffirmation du transport public, il y a quelque chose qui est lié au secteur public lui-même, qui est lié à la valorisation du secteur public, de ce qui nous est commun par rapport à ce qui nous est privé. Et on est dans une situation où il nous apparaît en tout cas que ce qui est le privé, c'est ce qui prime sur ce qui est public. Alors, vous allez à contre-courant. Les villes que je vais vous décrire tout à l'heure, que j'ai déjà commencé à vous décrire, vont à contre-courant. La résistance vis-à-vis de la planification et l'intervention de l'État. On vit ça depuis 30 ans. Les patterns de consommation individuelle, on est de plus en plus individualisé dans nos patterns de consommation, ce qui fait qu'on voyage individuellement, on a des trajectoires individuelles pour consommer, pour le plaisir, pour les loisirs, pour l'éducation, pour tout ça. Donc, les villes qui ont réussi, là, ont réussi malgré ces tendances-là. Planet of Slums, c'est un volume, alors j'en fais un petit peu la publicité ici, parce qu'on nous explique dans ce volume la dynamique des favelas, des bidonvilles. Ça aussi, ça pose un problème de transport, parce que, d'abord, il y a plus de gens. Souvent, les gens plus aisés ne veulent pas traverser ces territoires-là dans un transport en commun. Il faut regarder ça aussi. Alors donc, ça pose des défis nouveaux. Et puis, ce n'est pas insignifiant. On nous dit que c'est peut-être 1 habitant sur 5 de la planète aujourd'hui qui vit dans un bidonville, ou en tout cas, c'est proche de 20 %. Alors,
densité, densité urbaine et modèle de transport, ici, ça vise à démontrer ici que même en Amérique du Nord, il y a de fortes différences entre les villes. Puis vous avez des success stories ici, des villes américaines. New York, bien entendu, San Francisco, Chicago, Boston, là, ça s'arrête là. Il y en a d'autres, mais qui ne sont pas sur la liste. Et quel est le point commun? C'est qu'il y a une densité de personnes plus élevée à l'hectare. Vous voyez, New York, 92 personnes à l'hectare, San Francisco, 60, Chicago, 47, Boston, 46. Puis regardez le transport en commun. Ce que je veux que vous regardiez surtout ici, c'est cette ligne-là et puis celle-ci. Donc, vous voyez, 92 personnes à l'hectare, 53 de personnes, des déplacements en transport en commun. Il faut dire que c'est il y a longtemps, ça, mais quand même, ça n'a pas énormément changé. Dans le fond, ça ne peut pas beaucoup changer parce que New York, la densité à New York est pas mal fixe. Là. Puis regardez ici, très peu dense, 9 personnes à l'hectare, Phoenix en Arizona, 3,3. Hein? Montréal, c'est à peu près 20, 21, Toronto, la même chose. 3,3, c'est très, très peu. Là. Donc, Phoenix, une ville très moderne, mais en même temps, sur le plan transport durable, c'est peut-être une des pires villes au monde. À 3,3, c'est à peu près rien. Évidemment, quand vous avez des quartiers spécialisés dans le résidentiel, bien, le corollaire de ça, c'est des quartiers spécialisés, même des endroits spécialisés dans la consommation. Hein? Ça, c'est le contraire de la mixité. Là. Vous avez un exemple contraire. Et l'attrait de l'automobile, bien, je vous en parlais tout à l'heure, très fort partout. Dans la Nouvelle-Russie, alors que le pays s'appauvrissait entre les années 90 et 2000, une augmentation assez forte de l'utilisation de l'automobile. Donc, ce n'est pas un signe de richesse collective. On n'a pas beaucoup de politiques de transport dans beaucoup de villes du monde. C'est remplacé par ce que j'appelle des politiques privées de transport. Alors, les politiques privées de transport, c'est les constructeurs automobiles et leur publicité. Le montant de la publicité automobile s'élevait déjà à 24 milliards de dollars en 1998. Évidemment, ça a augmenté. Le cas du Québec. Ça, c'est une statistique que j'aime bien. C'est surtout le deuxième paragraphe que je veux que vous regardiez parce que je ne suis pas absolument certain des chiffres ici du premier paragraphe, mais je suis pas mal certain des chiffres du deuxième paragraphe. Ça vient de Richard Bergeron, qui était dans ce cycle de conférences il y a quelques semaines. Le candidat à la mairie de Montréal, le futur, présent et futur candidat à la mairie de Montréal, entre 1997 et 2002, les Québécois ont accru leur pouvoir d'achat. 63 de cette augmentation-là a été consacrée à l'automobile. Donc, ce qui en reste beaucoup moins pour tous les autres secteurs. L'alimentation, le logement, le loisir, l'habillement, tout ça, c'est le reste. C'est ce qui n'est pas 63 L'espace public, oui, ça se rétrécit. J'en ai déjà pas mal parlé, donc je vais me restreindre ici, mais je remarque les dernières lignes. On ne peut pas former une vraie communauté sans partager un espace commun. Il est à toute fin pratique impossible d'imaginer une communauté sans espace urbain public, Town Square, ou même un pub de quartier. Marie Demers, 2006. The public realm and our sense of place. Le développement du transport commun, c'est un lieu public. Et nos réserves vis-à-vis les lieux publics, bien, ça se répercute dans nos réserves vis-à-vis le transport commun. Les contraintes et les opportunités. Donc, parfois les contraintes peuvent être des opportunités. Je vais essayer de vous... Les contraintes naturelles. Alors, les villes qui ont réussi, parfois, ont des contraintes, mais ces contraintes-là, en fait, c'est des avantages. Prenez comme Singapour, c'est une île. C'est un État-île, si vous voulez. Bon, alors, c'est pas tellement grand. Je vous disais tout à l'heure qu'ils ont eu des offres de la Banque mondiale pour développer des autoroutes. Ils ont dit non, nous autres, on est une île, on ne peut pas faire ça comme ça. Ils ont des contraintes naturelles. Ces contraintes naturelles-là sont devenues une force, sont devenues une occasion de créer. Parce que, bien, ils ont fait autre chose. Même chose pour une ville qui est entourée de montagnes, mettons, près de la ville. Vous ne pouvez pas développer ça à l'infini. Les montagnes vous arrêtent. Même chose avec une ville où il y a un cours d'eau d'un côté.
Vous ne pouvez pas développer ça ad vitam aeternam de chaque côté. Donc, c'est des contraintes qui peuvent être des avantages. L'hiver est une contrainte, bien entendu. Et ça, pour l'autobus au Québec, si vous attendez l'autobus, il fait moins 25, moins 20, c'est pas tellement intéressant. Donc, on a des défis plus grands. Je pense que la météo, la température, n'est pas un empêchement pour un éventuel tram. C'est réglé, ça. Je pense que c'est réglé techniquement. Il y a des villes qui sont en pente et puis qui ont un tram, puis qui ont des climats rigoureux. Mais c'est sûr que c'est une contrainte, notamment pour la bicyclette. Il y a des héros ici, des étudiants qu'on voit en plein hiver, dans les tempêtes de neige, qui se promènent à bicyclette, mais on ne peut pas demander non plus à tout le monde de faire ça. Les contraintes créées par l'homme. Oui, les villes, la configuration de la ville telle qu'elle existe au moment où on décide d'implanter un transport commun, ça compte. Si c'est une ville qui a été implantée, qui a été développée il y a très longtemps, comme en Europe, disons, dans des siècles précédents, on a une ville qui n'a pas été construite pour l'automobile. Donc, il y a un avantage naturel pour ceux qui prennent des décisions aujourd'hui. Il y a une configuration de ville qui est plus dense, où les rues sont moins larges. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec l'automobile dans ces villes-là. Les contraintes créées par l'homme, c'est aussi les aspects économiques. Ici, c'est un peu paradoxal parce qu'il y a deux manières d'avoir des parts modales. Je vous ai dit que c'était notre mesure, les parts modales de succès. Il y a des parts modales élevées en transport en commun qui sont dues au fait que le pays ou la ville n'est pas riche. Donc, on n'est pas à un stade où les automobiles se développent beaucoup. Donc, je pense par exemple à Sao Paulo, un assez bon taux de déplacement dans les transports en commun, en bonne partie parce qu'il y a une certaine partie de la population importante qui n'a pas des revenus élevés. Donc, on a du succès parce qu'on n'est pas riche, puis par contre, on peut avoir du succès parce qu'on est riche aussi. Zurich, ils ont du succès parce qu'ils sont riches. Pourquoi ils ont du succès parce qu'ils sont riches? Parce que, étant riches, ils peuvent développer du transport qui est vraiment un compétiteur à l'automobile pour ceux qui ont le choix, pour ceux qui ont assez d'argent pour avoir une automobile. Ils vont parfois choisir le transport en commun. Pourquoi? C'est hyper moderne, c'est hyper confortable, c'est luxueux. Alors donc, ils réussissent parce qu'ils sont riches, on peut réussir parce qu'on est pauvre ou parce qu'on n'a pas encore atteint des niveaux de richesse. La densité, bien, je reviens sur la morphologie de la ville. Quand on parle d'une ville dense ou d'une ville en corridor, on ne parle pas nécessairement d'édifices de 60 étages, là. Ça peut être des édifices comme on trouve ici en Hollande, aux Pays-Bas, 5, 6, 7 étages, ou qu'on trouve un peu partout à Paris, c'est-à-dire à peu près ça, 5, 6, 7 étages, mais partout, ou à peu près partout. Ce qui laisse de la place pour des parcs et des lieux communs aussi. Il y a des villes comme Toronto, relativement avancées en transport commun, qui ont choisi d'établir des pôles d'édifices élevés tout près des arrêts de trains de banlieue ou des arrêts de métro. Ça, c'est une politique, puis qui fonctionne assez bien dans le cas de Toronto, mais ce n'est pas forcé non plus de procéder comme ça. Évidemment, vous avez des villes européennes, on voit tout de suite, ce n'est pas construit pour l'automobile, ça. Donc, il faut trouver autre chose. Ici, c'est Lausanne. Alors, j'ai voulu montrer que Lausanne est en pente et puis la bicyclette n'est pas facile à développer. En fait, ce n'est pas un bon choix pour une ville comme Lausanne. C'est encore Lausanne. Bon, ici, l'économie, la fameuse économie. Ici, le revenu augmente. Alors, la principale chose ici, c'est que quand vous n'avez pas beaucoup de revenus dans une ville, pas beaucoup d'automobiles, pas beaucoup de cars, ici, ça augmente plus vous êtes riche. Puis si vous êtes pas mal riche, ça finit par déplacer tout le reste. Évidemment, ce n'est pas le cas des villes comme Zurich ou comme Seattle, qui sont à ce niveau-ci de prospérité. Là. On n'est pas dans cette situation-là. Mais la tendance naturelle, c'est ça. Dans un premier temps, on devient plus riche, ça augmente la part du bus et du métro, mais ça se rétrécit avec le temps. Les motocyclettes, même chose, ça rétrécit avec le temps. La marche, les bicyclettes, ça rétrécit à peu près à zéro avec le temps. Bon, ça, c'est un modèle, ça, mais qui est basé pas mal sur l'expérience. Donc, il n'y a pas de chiffre nécessairement, mais c'est un modèle assez fiable.
les dimensions sociologiques. Alors, je pose la question, voulons-nous vraiment être ensemble dans un véhicule public? Parce que on nous dit, bien, vous avez qu'à construire un tram, vous avez à faites le design de routes d'autobus efficaces et tout ça, puis les gens vont aller dans les autobus. Les gens vont utiliser. Mais ça suppose qu'on veut être ensemble. Est-ce qu'on veut être ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits dans le monde où on hésite à être ensemble? Il y a des conflits économiques, il y a des classes, il y a des religions différentes, parfois des religions différentes qui sont visibles dans l'habillement. Est-ce qu'on veut être ensemble? Et parce qu'on pourra construire les plus beaux systèmes du monde, si on ne veut pas voyager ensemble, ça sera difficile. J'ai mis le livre de globalisation ici de Zygmunt Bauman pour vous dire que sa thèse à lui, c'est que la mondialisation amène une différenciation de plus en plus grande entre les personnes en termes de revenus, c'est-à-dire des écarts de plus en plus grands. C'est vrai dans les pays développés, c'est plus compliqué dans les pays en développement. Puis c'est plus compliqué entre les pays développés et les pays moins développés. Mais dans les pays développés, il y a comme un écart des revenus qui augmente. Et selon lui, ces écarts de revenus qui augmentent vont dans le sens de vouloir se séparer, être entre nous, si vous voulez, pour les gens qui sont plus prospères. Et ça mène à quoi? Bien, ça mène à des gated communities, comme on a aux États-Unis, des villes, pas des villes, pardon, mais des quartiers séparés, des quartiers où on rentre, il faut un mot de passe, il faut montrer patte blanche avant qu'on rentre. Alors, vous imaginez bien que la logique de ça, c'est pas une logique où on arrive à la gated community en autobus, là, ou en tram. On n'arrive pas là en tram. On arrive nécessairement en auto. C'est la logique de ce mode de vie-là. Les modes de gouvernance. Alors oui, toutes les politiques publiques qui visent à réduire les gaz à effet de serre, c'est des politiques publiques nécessairement qui vont transformer l'automobile en... Ici, c'est la marche, mais je veux dire, ça peut être autre chose aussi. Ça peut être le transport en commun. Habituellement, la marche et le transport en commun, ça va assez ensemble parce que pour se rendre d'un point à l'autre, il faut marcher un peu. Bon. Ici, on rentre un petit peu plus en politique publique puis en analyse de politique. Mais ce que j'ai voulu démontrer ici, c'est que les villes qui réussissent en transport urbain durable ont suivi des trajectoires différentes, mais qu'on peut expliquer, qu'on peut représenter visuellement. Elles ont toutes commencé par le marché libre, c'est-à-dire elles ont toutes commencé en ne réglementant pas, en laissant le marché faire. Puis, elles se sont informées. Je vous parlais de Singapour tout à l'heure. Ils ont demandé de l'information, ils ont demandé à la Banque mondiale qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont reçu des réponses, ils ont analysé ça, ils ont décidé d'un plan d'action. Ça commence toujours comme ça. On ne fait rien, on s'informe. On regarde ailleurs, par exemple. Et puis, il y a comme 3 éléments. Mais les villes qui ont réussi utilisent ces 3 éléments-là dans des proportions différentes, parfois pas du tout dans un cas, parfois seulement dans une méthode. Alors, les interventions proactives, c'est la réglementation du sol, la réglementation du sol, oui, les interdictions, la planification territoriale, la construction d'un métro ou d'un tram. Et ça fait toujours partie des succès. On intervient avec force. On intervient de façon volontariste, c'est-à-dire on consulte, oui, dans certains cas, mais on va de l'avant quand même. Il y a des incitations économiques, mais pas toujours. Mais dans plusieurs villes, il y en a. Mais en Amérique du Sud, très peu. Très peu d'incitatifs économiques, très peu de taxes, mettons, sur les véhicules, de taxes très fortes sur les véhicules. Tandis qu'à Singapour, c'est très fort, ça, ici, là, les incitations économiques. Très, très fort. Je n'aurai peut-être pas l'occasion de revenir là-dessus. Mais vous savez, si vous achetez une automobile à Singapour, il faut que vous achetiez l'automobile, OK, mais ce n'est pas fini. Il faut que vous achetiez un permis d'utilisation qui est très cher. Parfois, c'est presque le prix de l'auto. Donc, vous achetez une Honda Civic 20 000,
Bien, probablement qu'il faut trouver un permis qui est sur le marché. Quelqu'un qui n'utilise plus son auto, il faut lui acheter ce permis-là maintenant. Et puis, il y a des taxes sur l'essence, puis il y a des taxes particulières si vous êtes dans une zone de la ville plutôt qu'une autre. Donc, les incitations économiques sont très, très fortes. Et évidemment, c'est une zone qui était pauvre, Singapour en 1950, mais qui aujourd'hui est un des endroits les plus prospères au monde per capita, hein, dans les 5 premiers au monde. Donc, on peut se permettre plusieurs façons de réussir. Là-bas, on est riche, on peut se permettre d'utiliser la taxation très fortement. Et ça marche. Et puis la consultation. Il y a des pays qui consultent très peu. Ou des pays, je dis des pays, je devrais dire des villes. Curitiba, Bogota, pas de forte consultation. Mais Seattle, oui. Zurich, oui. Donc, plusieurs façons de réussir. Peut-être qu'il y a des façons de réussir avec peu de consultation qu'on n'est pas prêt à acheter, nous, comme Nord-Américains ou comme Européens. On n'est pas prêt à acheter ça. Mais est-ce que si vous me demandez, est-ce qu'ils ont réussi en transport? Oui. Ils ont réussi sans beaucoup de consultation. Certains endroits. Alors, il faut des carottes et puis des bâtons. Des carottes, des taxes, des interdictions. Mais il faut aussi, deuxième paragraphe, c'est il faut aussi des carottes. C'est-à-dire qu'il faut des incitatifs. Si vous voulez compétitionner l'automobile, il faut construire des systèmes qui sont, vous attendez pas trop, ou si vous attendez, vous êtes dans un lieu assez confortable, pas trop de transferts entre lignes, mais il en faut aussi. Donc, c'est assez complexe. En fait, l'opération de transformer une ville vers le transport durable, c'est une politique qui demande énormément de compétences et de ténacité à long terme. Ce n'est pas en 2-3 ans qu'on fait ça. C'est en long terme. Alors, je me reprends ici. Devront se situer dans un plan d'ensemble cohérent qui utilisera plusieurs instruments de politique publique. On part toujours ici. On fait ça, puis après ça, des éléments proactifs. Ici, c'est présenté le même principe que tout à l'heure, sauf que l'interactif, ici, je divise en interactivité de consultation ici, puis interactivité économique là. Mais c'est à peu près la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, présenté légèrement différemment. Alors, il y a 4 modèles de succès. Autoritaire technocratique. Curitiba, Bogota, 2 cas d'Amérique du Sud. Peut-être que ça se passe ailleurs qu'en Amérique du Sud, mais les exemples qu'on connaît le mieux sont de Sud-Américains. Puis quand on dit autoritaire, ici, je veux bien préciser, on n'est pas devant des despotes. On n'est pas devant des dirigeants qui sont capricieux. Pas du tout. C'est un régime compétent. C'est un régime où le maire est souvent un type charismatique. C'est le cas de ces 2 villes-là, des maires très charismatiques aujourd'hui qui font le tour de la planète en faisant des conférences sur le succès de leur ville, qui sont reçus comme des héros. Et puis, c'est vrai pour le maire Penalosa de Bogota et puis de Jamie Lerner pour Curitiba, ou Curitiba, je devrais dire. Mais encore une fois, c'est top-down, c'est autoritaire, mais ce n'est pas un autoritarisme gratuit, là. C'est un autoritarisme. On a un plan, on le met en pratique, on consulte relativement peu, puis on est entouré d'une équipe technique compétente. On est entouré de technocrates, de spécialistes du transport, de spécialistes en sciences sociales, d'urbanistes, et on leur fait confiance, puis on planifie à long terme. Évidemment, quand vous êtes dans un régime plus autoritaire, vous ne risquez pas de perdre le pouvoir rapidement. Vous êtes là pour un bout de temps. Donc, les plans à long terme fonctionnent. Planification intégrée. Ça, on retrouve ça beaucoup en Asie. Singapour, c'est l'exemple. Puis juste pour vous dire jusqu'à quel point on va à Singapour, jusqu'à quel point on a été à Singapour, pas nécessairement pour le transport, mais dans l'administration publique, on ne voulait pas de quartier ghetto sur l'île. Donc, on a planifié les résidences de telle sorte que la même représentation dans la population, c'est-à-dire Chinois peut-être à 65 %, Malaisiens à 15 %, Indiens à 5 %, Britanniques 2-3 %. On a cherché à avoir cette même proportion dans les quartiers, puis jusque parfois dans les édifices, parce que l'État contrôlait la construction et puis les résidences. Alors,
évidemment, ça n'a pas été fait pour le transport. Mais en même temps, ça profite au transport parce que vous n'avez pas peur de traverser un quartier qui ne serait pas un quartier qui vous ressemble. Tous les quartiers ont à peu près la même proportion de minorités, si vous voulez, on dirait aujourd'hui des minorités, mais des majorités aussi, dans tous les quartiers. Donc, quand tout à l'heure, je vous demandais, est-ce qu'on veut vraiment voyager ensemble? Bien, dans ces villes-là, voyager ensemble, ce n'est pas un problème de traverser un quartier qui ne nous ressemble pas, où on ne se sent pas en sécurité. Ce n'est pas un problème. La proportion de la population devrait être la même partout. Ça, c'est pousser la planification très loin, avec des résultats, encore une fois, qui marchent, qui fonctionnent très bien. Donc ça, j'appelle ça la planification intégrée. Au Japon, on me dit que c'est la même chose. On connaît moins le Japon. On se propose d'étudier Osaka, mais dirigiste consultatif, Zurich et les villes européennes. Il y a beaucoup de villes européennes qui fonctionnent bien en transport. Zurich, c'est un exemple particulier. Pourquoi? Parce qu'on a poussé la consultation très loin, mais en même temps, les bureaucrates, pour moi, ce n'est pas un terme négatif, les bureaucrates, les technocrates ont un rôle important et sont suffisamment confiants en leurs compétences pour négocier avec la population avant de finaliser leur plan. Donc, on a le meilleur des deux mondes. On a le top-down avec les connaissances techniques, puis la volontarisme de l'État, mais en même temps, on dialogue avec la population, puis il n'y a rien qui arrive qui n'aura pas été avalisé à un moment donné par la population. Et puis, vous avez le modèle fragmenté consultatif Seattle, succès, on pourrait dire Montréal, on pourrait dire Toronto, on pourrait dire des villes qui ont eu du succès en Amérique du Nord. Il y en a plusieurs. Dans l'ensemble, comme je vous ai dit, ça ne va pas bien, mais il y a eu il y a des exemples. Consultatif, on consulte beaucoup. C'est un pouvoir fragmenté. On n'est pas dans une tradition dirigiste comme on trouve en Europe, mais il y a certaines villes qui ont du succès malgré tout. Ici, c'est notre groupe de recherche. Bon, je suis à gauche. Mario Carrier, mon collègue d'aménagement et de développement ici. Notre collègue Fabio Duarte de l'Université à Curitiba. 2 étudiants de doctorat, Fanny Resco, Julien Domingue. Les mêmes gens ici. Bon, ici, vous vous demandez dans quoi on est. On est dans une sorte de cubicule. Et ça, c'est le cubicule où on est. Vous voyez, il y a des sièges, il y a des endroits assez chauds. Ça pourrait être chauffé. Je ne sais pas si c'est le lit parce qu'on était là dans l'heure été, mais ça ressemble à ça de l'extérieur. Donc ça, c'est quand vous arrivez en autobus, vous attendez un autre autobus, vous êtes dans un endroit, dans un cubicule qui est protégé des éléments. Ça, c'est un élément qui pourrait être appliqué à Québec éventuellement. Mieux que les petits carrés minuscules qu'on a là, actuellement. Mais quand je dis petits carrés minuscules, je ne veux pas critiquer le RTC parce que pour une ville moyenne, Québec, les grandes villes font mieux en termes de part modale. Mais pour une ville moyenne, Québec n'a pas un dossier mauvais. Il y a des plans aussi. On peut dire qu'il y a des plans. Puis tout commence par des plans. Toutes les villes dont je vous ai parlé et qui ont du succès ont commencé par planifier, ont commencé par se poser des questions. Bon, c'est des gens avec qui on a été. Voici le même groupe en train de discuter. Bon, Curitiba, je vous en ai déjà parlé. Je ne veux pas m'étendre trop là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a vus. Mais vous avez ici les autobus qui servent la ville. Évidemment, cohérence au niveau de la billetterie, des lignes dédiées. Je vous ai dit que ça allait assez vite. Évidemment, des autobus longs, très longs même, un petit peu plus longs que notre ligne 800, puis 801, puis Métrobus. Des endroits qui sont convertis pour des piétons. Ça, c'est une autre caractéristique des villes à succès. À Curitiba, le modèle, ça a été on ne fait rien, on s'informe, on est proactif. Il n'y a pas beaucoup d'interactifs dans le cas de Curitiba. Mais ça fonctionne quand même. Bogota. Bogota, ça ressemble beaucoup à Curitiba en termes de processus politique. Sauf que le maire, qui est aussi un héros, comme l'est son vis-à-vis à Curitiba, avait davantage une philosophie. Il partait d'une philosophie. Et je vais vous parler un petit peu de cette philosophie-là. Ici, eh bien, lui, il dit, sa philosophie, c'était de dire, bien, il y a 30 des gens qui ont un automobile, il y en a 70 qui n'ont pas. Je fais la ville pour les 70 Donc, lui, c'est plus, comment je dirais ça, donc explicite comme philosophie.
Il a lu un auteur britannique sur le bonheur, Hedonics, et puis il en a tiré la conclusion qu'un des plaisirs de l'existence, c'est la convivialité, c'est de se retrouver entre humains dans une situation d'égalité dans des lieux publics. Alors, le transport en commun participe à cet objectif-là. La philosophie hédonique l'a amené à mettre en œuvre des mesures précises. Donc, ce n'est pas seulement le transport, c'est les arbres, c'est les parcs, c'est des contrôles sur le stationnement. Alors ici, dans une ville, les parcs sont aussi nécessaires au bien commun, au bien-être physique et émotionnel de la ville que l'approvisionnement, c'était dans Lester Brown. Alors donc, le maire Penalosa avait une philosophie plus explicite. Il y a moyen de faire financer ça par des villes qui veulent se développer selon ce système-là, peuvent aller chercher des fonds dans des organismes internationaux. J'essaie d'accélérer un petit peu. Aujourd'hui, partout dans le monde, nous dit Lester Brown, les planificateurs urbains expérimentent en cherchant à aménager des villes pour les gens et pas pour les automobiles. Donc ça, c'est la philosophie de Singapour. J'en ai parlé. Je crois que je peux passer maintenant. Un point à propos de Singapour, c'est que le privé est impliqué dans la gestion, par exemple, de lignes. Il y a quelques lignes de transport qui sont gérées par le secteur privé. Puis, dans le fond, c'est plus ou moins important, ça. L'important, c'est qu'au départ, une planification étatique vigoureuse puis volontariste. Après, il y a beaucoup de villes en Suisse où le secteur privé est peu impliqué, puis il y a des villes comme celle-ci où le secteur privé est impliqué. Mais j'allais dire, si vous avez une bonne planification au départ, puis l'État a joué son rôle, la ville a joué son rôle, le pouvoir métropolitain a joué son rôle, après ça, le privé peut jouer un rôle, mais ce n'est pas une question extrêmement importante. Le privé ne peut pas faire la planification au départ, par contre. Et si on lui laisse ça, c'est des villes de non-succès, d'absence de succès. Alors, on place les stations près des gens, on construit. Voilà. Singapour, le modèle. L'interactif, Singapour, oui, mais c'est de l'interactif économique avec les taxes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Zurich, Seattle, on va. Ici, le graphique n'est pas parfait. Là, il faudrait qu'il monte un peu plus haut ici. Mais il y a de l'interactif beaucoup. Il y a de la consultation populaire. Donc, c'est un modèle un petit peu plus en W. Les perspectives pour l'avenir. Alors, je vais terminer avec ça. Quel est notre avenir? Ici, on voit des autos, mais on voit aussi un transport. Alors, comment départager tout ça? En fait, l'avenir, les spéculations sur l'avenir sont très diverses. Hein? On ne sait pas exactement de quoi sera fait le transport dans l'avenir. Des autos volantes, peut-être. C'est le film Cinquième dimension. Le boulevard Laurier, est-ce que ça sera comme en haut ou en bas? C'est plus beau en bas. Mais en haut est peut-être pratique aussi. Mais enfin, moi, je vote quand même pour en bas. Bon, ça, j'aime bien. Montréal, autour des années 50. Vous voyez, Montréal, autour des années 50, il y a encore du tram. Regardez les taxis ici. Les taxis font partie, selon moi, d'un avenir, de transport durable. Il y a des autos, mais ce n'est pas rangé en sandwich tout le long de la rue, là. Et puis, il y a des gens qui marchent. Et puis, il y a des taxis. Puis, il y a de la livraison. Donc, c'est un mix de choses. Probablement que si les choses vont bien, on tournerait à Montréal vers un genre de situation qu'on avait dans les années 50. Plus de transports en commun. Ça, c'est en Allemagne. Le métro à Moscou. Magnifique. Bon. Je vais peut-être... ça sera un de mes derniers points. J'ai parlé jusqu'à maintenant comme si, puis c'est comme ça que je pensais, mais je pense encore comme ça en partie, comme s'il y avait comme une lutte entre ce qui est individuel, ce qui est privé, l'automobile, puis ce qui est commun, ce qui est public, le transport en commun. Il y a comme une lutte. Puis je pensais jusqu'à récemment que pour qu'on gagne en transport urbain, il faut que l'un l'emporte sur l'autre et que ce qui est public, ce qui est commun, les lieux publics, le public realm, comme la diapositive nous le disait tout à l'heure, gagnent sur l'individualisme, l'auto, tout ça. Sauf que, dernièrement, j'ai lu d'un auteur qui ne s'intéresse pas au transport. Ce n'est pas sa spécialité du tout.
Mais ça me surprenait parce que j'avais lu quelque chose du même genre chez un autre auteur, qui lui n'est pas spécialiste non plus du transport. Et leur argument commun, c'est de dire, ouais, on voit ça comme séparé, public ou privé, puis le public doit gagner sur le privé. OK, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça va se passer? Est-ce que l'informatique ne nous permet pas d'avoir les deux? C'est-à-dire de programmer une sorte de pod ou de réceptacle qu'on prendrait à la maison, qui serait cueilli par un système qui nous amènerait, avec l'informatique, bien entendu, on programmerait où on veut aller, qui nous amènerait, nous assis dans ce cubicule, vers des lieux où on veut aller. Ça s'intégrerait dans le transport public, ça s'intégrerait dans un réseau. On ne conduirait pas nos automobiles, il y aurait moins d'accidents, et puis ça serait plus rationnel. Et donc, on résoudrait ce conflit. Le conflit ne serait pas réglé par le triomphe de l'un sur l'autre, mais serait réglé par le développement technologique, qui effacerait le conflit entre privé et public.